Donc, le sujet aujourd'hui, c'est une modélisation de la dynamique de la durée de vie résiduelle, RUL, une approche fiabiliste. Alors, en deux mots, je me présente d'abord, donc Pierre Dersin. Je ne vais pas vous fatiguer avec ma biographie, elle se trouve sur le site, mais juste pour dire que j'ai passé un peu plus de 30 ans chez Alstom, où j'étais responsable RAM, fiabilité, disponibilité, maintenabilité, et ensuite PHM, Prognostics and Health Management. J'ai pris ma retraite le 31 décembre 2021 et je suis professeur adjoint à l'université de Luleå, dans le nord de la Suède. Voici Luleå, c'est presque au cercle polaire. Je suis dans la division ingénierie d'exploitation et de maintenance. Et juste pour redire un mot de cette région, c'est une région très dynamique parce qu'il y a les mines de fer à Kiruna et le minerai de fer transite par train du nord vers le sud, ce qui explique l'intérêt pour le ferroviaire dans cette région. Et donc le centre recherche sur le ferroviaire, l'ULEA. Et il y a aussi d'autres industries très importantes dans cette région, la sidérurgie, qui a pour but la décarbonation complète qui est inscrite dans la loi en Suède pour 2030, l'industrie aéronautique aussi, spatiale, etc. Donc voilà, ça c'est ma casquette suédoise, ça m'occupe environ à 40% de mon temps. Et j'ai aussi une petite société de conseil en France, celle-là, qui s'appelle Eumétrie, la bonne mesure. Et bon, modeste, hein, quelques conseils en FDMS, en PHM, applications industrielles, des probabilités des stats et IA industrielle. Alors, le livre en question, ça s'appelle Modeling Remaining Useful Life Dynamics in Reliability Engineering, paru chez CRC Press en juin de cette année. En fait, par mon expérience chez Alstom et aussi à l'université, puisque j'étais déjà associé à l'université avant, et puis j'ai été, disons, impliqué dans pas mal de projets de recherche, notamment avec l'INRIA aussi. Et j'avais un pied dans la FDM, un pied dans le PHM, et j'avais un peu l'impression que les deux communautés restaient un peu séparées, pour des raisons d'organisation, hein, c'est souvent le cas, on est chacun pris dans ses méthodologies, dans ses problématiques, dans son vocabulaire, et que ce serait donc j'ai été amené à m'intéresser à la frontière entre les deux, en quelque sorte. Et c'est de cette réflexion que sont venues quelques publications. Et ensuite, en parlant à des gens, il s'est avéré que ça valait peut-être la peine d'écrire un livre sur le sujet. Donc, j'ai fait une proposition qui a été acceptée par le comité de lecture au printemps 2021. Puis ça a pris jusque novembre de l'année passée pour écrire le bouquin, qui a été ensuite publié en juin de cette année-ci. Donc, je clique rapidement sur le lien pour vous donner une idée de la table des matières, puis on va suivre un petit peu cette table des matières dans l'exposé. Il y a aussi, sur le site, vous avez aussi des critiques, vous avez aussi un certain nombre de choses. Donc, la partie innovante de ce livre, c'est les chapitres 3 à 7. Donc, après l'introduction, on fait un récapitulatif des notions d'ingénierie de la fiabilité, théorie de la fiabilité, qui sont utiles pour la suite. Après, au chapitre 3, on va s'intéresser à la RUL et au taux d'évolution de la RUL dans le temps pour une classe particulière de distribution de temps avant défaillance qui se caractérise par un MRL, une durée de vie résiduelle moyenne, qui est une fonction linéaire du temps. On va généraliser de linéaire à linéaire par morceau. Et au chapitre 5, on va se poser la question, qu'est-ce qu'on fait dans le cas général? On va introduire une transformation du temps qui permet de se ramener au cas précédent. Ça introduit l'idée d'une métrique G dont on étudie les propriétés, puis on regarde ensuite la question des modes de dégradation simultanés. Et les deux derniers chapitres, c'est un peu plus traditionnel, comment on estime statistiquement les paramètres et comment on pourrait appliquer cette méthode à l'optimisation de la maintenance. Mais là, on fait juste, si vous voulez, une évocation des possibilités. Ça demande à être développé davantage. Donc ça, c'est le canevas et on va entrer dans les détails maintenant. Donc, comme disait Monsieur Judek, vous pouvez poser des questions par le chat. Ce qu'on pourrait peut-être faire à un moment donné, c'est que je m'arrête 5 minutes pour des questions, ou alors on attend jusqu'à la fin pour répondre aux questions. C'est sans doute plus efficace. Alors,
Oui, le public auquel s'adresse ce livre, c'est d'abord les responsables fiabilité, maintenabilité, disponibilité, responsables de maintenance, et au niveau universitaire, des professeurs, des étudiants, des chercheurs. Chaque chapitre, sauf l'introduction et la conclusion, évidemment, se termine par une série d'exercices, donc ça se veut pédagogique. Alors, le résumé de l'idée, c'est que la durée de vie résiduelle, donc en anglais remaining useful life, d'un équipement ou de système, c'est bien évidemment une métrique très importante pour les décisions de maintenance, pour décider de la prochaine intervention de maintenance, donc faire de la maintenance prévisionnelle ou en anglais predictive, on dit souvent prédictive aussi en français, dans deux buts. Éviter autant que possible les défaillances, donc maximiser la disponibilité, et éviter de faire trop de maintenance et donc d'encourir des coûts excessifs. Mais la RUL, il faut se rendre compte que c'est une variable aléatoire. Elle est fonction du temps et elle est aussi affectée par plusieurs facteurs qui la rendent en quelque sorte aléatoire. D'abord, des erreurs de mesure qui sont liées au capteur. Ensuite, on appelle parfois ça les erreurs, disons, l'incertitude aléatoire. En anglais, on dit même aleatory. Une connaissance insuffisante de la physique des dégradations, on appelle parfois cela l'incertitude épistémique, les limites de ce qu'on sait, et une connaissance insuffisante du profil de mission future. Comment l'équipement va être sollicité dans le futur. Évidemment, tout cela impacte la durée de vie résiduelle. Donc le but ici, le but de ce livre, c'est de contribuer, c'est une contribution relativement modeste, hein, mais de contribuer quand même à caractériser la dynamique de la RUL, comment elle évolue au cours du temps, et en même temps les incertitudes autour de son estimation. Alors ça, c'est le but. Et l'outil, en fait, c'est une approche que je qualifierais de fiabiliste classique, mais avec un outil nouveau que j'appelle, qui est en fait une transformation du temps, transformation temporelle. Ça, c'est la grande idée, résumée. Donc, après l'introduction, on va introduire l'idée de rappeler ce que c'est que la RUL, ce que c'est que le MRL et introduire l'idée de taux d'évolution. On va étudier une famille particulière de distribution du temps en défaillance pour laquelle le MRL est fonction linéaire du temps. Ensuite, on va généraliser cela en introduisant une transformation du temps et ça permettra de construire des intervalles de confiance pour la RUL. Et on va appliquer cela à des distributions usuelles comme Weibull, Gamma, etc. Puis on va étudier les propriétés générales de cette transformation temporelle qu'on aura introduite. Et on termine par quelques considérations sur l'estimation statistique, avec un exemple, des LED d'ailleurs, des LED, et on esquisse les possibilités d'une optimisation de la maintenance prévisionnelle. Alors, introduction. Donc ça, c'est le chapitre 1. Qu'est-ce que c'est que la maintenance? Qu'est-ce que la maintenance? Bon, je me permets de me référer à la norme, puisque une des choses qui sont bien dans l'industrie, c'est qu'on travaille beaucoup avec les normes. C'est moins le cas dans l'université. Et je pense que c'est important de toujours se référer aux normes pour éviter, pour clarifier le vocabulaire. Donc, il y a la norme CEI ou IEC 60050-192 qui est consacrée au vocabulaire en sûreté de fonctionnement. Donc, elle définit la maintenance comme la combinaison de toutes les actions techniques ou de gestion destinées à maintenir ou à remettre une entité dans un état lui permettant de fonctionner tel que requis. Tel que requis, c'est très important, ça veut dire fonctionner en conformité aux spécifications. Alors finalement, il n'y a que deux grandes catégories de maintenance, la préventive et la corrective. La préventive, c'est de la maintenance qui a lieu avant la défaillance, dans le but autant que possible de l'éviter. Et la corrective, c'est la maintenance qui a lieu après la défaillance. Donc c'est bien remettre une entité dans un état de fonctionnement. Et la maintenance préventive la plus fréquente, c'est la maintenance programmée ou systématique, c'est-à-dire que les interventions de maintenance sont programmées à l'avance sur la base du temps qui s'écoule ou du kilométrage, dans le cas de choses comme les trains par exemple, ou d'autres variables d'usage, nombre de cycles, ou la maintenance conditionnelle qui, elle, est basée sur l'état ou la condition dans laquelle se trouve le bien à maintenir à un moment donné. Et là, on distingue la maintenance conditionnelle classique et la maintenance prévisionnelle où là, non seulement on s'intéresse à l'état actuel du bien, mais on essaie de prévoir le temps qui reste avant la défaillance. Et ça, c'est la fameuse RUL. Mais la défaillance, mais qu'est-ce que c'est qu'une défaillance?
Mais dans la même norme, on définit une défaillance comme la perte de l'aptitude à fonctionner tel que requis. Donc une défaillance, c'est bien une transition qui fait passer d'un état de fonctionnement normal à un état dégradé. La panne, c'est un état. La défaillance, c'est une transition. Donc, ce n'est pas forcément une casse soudaine, quelque chose qui casse. Non, ça peut être, et c'est souvent, le résultat d'une dégradation progressive. Par exemple, une LED, une diode photoluminescente, elle est habituellement considérée comme défaillante si l'intensité lumineuse est inférieure à 70% de l'intensité spécifiée. OK, c'est une définition. Donc, évidemment, en maintenance prévisionnelle, on va s'intéresser aux dégradations progressives et non pas aux casses soudaines que, par définition, on ne peut pas prédire. Alors, ça nous mène à la notion de dégradation et d'ailleurs au fameux projet P19 dont M. Judek a parlé. Une dégradation, c'est une évolution irréversible d'une ou plusieurs caractéristiques d'un bien liées au temps, à la durée d'utilisation ou à une cause externe. La dégradation correspond à un phénomène continu de vieillissement physique avec altération de la fonction. OK. Donc, on considère un bien, un actif, un équipement, et on suppose qu'on a une certaine quantité qu'on appelle un indicateur de santé, ou plutôt ici c'est un indicateur de mauvaise santé, puisque plus il augmente, plus on se rapproche de la défaillance. Donc traditionnellement, on distingue un état de fonctionnement correct, healthy state, et lorsque l'indicateur traverse un seuil d'alerte, on arrive dans un état dégradé. Plutôt, on va définir le seuil pour que le franchissement du seuil corresponde à un état dégradé. Et lorsque l'indicateur franchit un autre seuil, ça correspond à une défaillance. Et donc la rue est indiquée ici, on est à l'instant T ici, et on se demande combien de temps reste avant que le bien qui est dégradé finisse par tomber en panne, avant que la défaillance se produise. Donc l'idée, c'est de maintenir de façon à éviter cette défaillance, mais on ne veut pas maintenir trop tôt parce qu'on veut réduire les coûts de maintenance par rapport à de la maintenance programmée. Et on a l'impression d'ailleurs, entre parenthèses, dans beaucoup de cas, que lorsqu'on fait de la maintenance programmée, on fait de la surmaintenance. Et on ne veut pas non plus réaliser la maintenance trop tard parce qu'on veut éviter la défaillance. Alors, une autre façon de représenter à peu près la même chose, c'est ceci. Vous avez plusieurs trajectoires possibles. Donc, c'est l'incertitude sur la RUL. Si on est très prudent, on va intervenir ici. Et le danger, donc, pour cette première borne, le danger, c'est qu'on risque de faire trop de maintenance. Si on est plutôt optimiste, on va intervenir en T2. Mais le danger, c'est qu'on aura une défaillance. Donc, les sources d'incertitude, on en a parlé tout à l'heure, épistémiques, aléatoires et relatives au profil de mission future. Alors, je en termine avec toutes ces définitions. Qu'est-ce qu'on appelle PHM, Prognostics and Health Management? Je n'ai pas trouvé une bonne traduction française, donc si l'un d'entre vous en a, ça m'intéresserait beaucoup. Mais dans le PHM, il y a trois aspects. Il y a la détection d'anomalies, détecter qu'en fait, il y a une dégradation qui est en cours. Ensuite, il y a le diagnostic, repérer de quelle dégradation il s'agit. Et ensuite, le pronostic, et en fait cela, évaluer la RUL. Et aujourd'hui, ce dont on va parler, et c'est le sujet du livre, c'est uniquement la troisième chose, le pronostic. Il y a une littérature immense et en pleine évolution d'ailleurs sur ces trois aspects. Et donc, rien que celui-ci est déjà très considérable. Alors, depuis le début du siècle, donc c'est depuis une bonne vingtaine d'années, on s'intéresse à cette notion de PHM. Et j'ai repris cette figure d'un article qui est cité ici, parce que ça me paraît un assez bon résumé des diverses approches qui existent. Il y a des approches basées sur la fiabilité traditionnelle, il y a des approches basées sur les modèles, donc on a un modèle physique des dégradations ou bien d'autres modèles, et puis il y a les approches basées sur les données, donc data-driven, qui englobent les statistiques avec des covariables, genre par exemple modèle de Cox, les processus stochastiques et enfin l'intelligence artificielle et particulièrement l'apprentissage automatique, en anglais machine learning. Et dans ce que je vais raconter aujourd'hui, dans ce qui se trouve dans le livre, on va surtout se concentrer sur les deux aspects qui sont surlignés en jaune.
Donc l'approche fiabilité traditionnelle et les processus stochastiques. Alors, il y a une complémentarité entre ça et les autres approches, bien entendu. Mais il y a déjà une littérature immense sur toutes les autres approches. Et ce que je voulais faire, moi, c'est montrer qu'il y a des choses que l'on peut utiliser qui proviennent de la fiabilité traditionnelle et qui peuvent apporter un éclairage sur cette question de la dynamique de la rule. Je regarde l'heure pour éviter de déraper parce que voilà, tac. Bon, c'est bien. Donc, on va commencer par un rappel de quelques notions de base, la rule et la MRL. Donc, la rule, à l'instant T, évidemment, c'est quelque chose qui va varier dans le temps. C'est défini comme le temps qui reste jusqu'à la défaillance, sachant qu'il n'y a pas eu de défaillance avant l'instant T. Puis, c'est donc une variable aléatoire et son espérance conditionnelle sous la condition qu'il n'y a pas eu de défaillance avant l'instant T. Son espérance, c'est ce qu'on appelle la durée de vie résiduelle, mean residual life en anglais, donc MRL. C'est un nombre, tandis que RUL de T, c'est la différence entre l'instant aléatoire de la future défaillance et l'instant présent, c'est une variable aléatoire. Il est fiabiliste en fait, il s'intéresse aux propriétés de la MRL depuis les années 60. Si vous lisez Barlow et Prochan par exemple, eh bien, c'est plein de considérations sur ce sujet. Donc, une autre façon de le dire, la RUL de T, c'est un processus stochastique. Il y en a une pour chaque équipement. Si vous avez une flotte de 100 trains, alors pardonnez-moi, je viens du ferroviaire, je prends toujours ce type d'exemple, chacun peut avoir sa RUL, mais si vous prenez la population globale, vous faites la moyenne, c'est la MRL. Donc, toutes les trajectoires correspondant chacune à une RUL et la moyenne qui est la MRL. Bon, ensuite, on peut s'intéresser à l'évolution dans le temps de la RUL. Si on permute les signes de l'espérance mathématique et de la dérivée, c'est la dérivée au cours du temps par rapport au temps de la MRL. Et on peut voir ça comme une mesure de la cinétique des dégradations, parce que la vitesse à laquelle se produisent les dégradations, elle va évidemment influer sur la vitesse de réduction de la durée de vie résiduelle. Donc, on peut voir ça comme un proxy, comme une estimation en quelque sorte de la cinétique de dégradation. Alors, il y a quelques relations classiques que je voudrais rappeler brièvement. Les trois fonctions que sont la fonction de fiabilité, R de T, donc la probabilité que la durée de bon fonctionnement soit supérieure à l'instant T, à la valeur T. Donc la fonction de fiabilité, le taux de défaillance, ceci, et la MRL dont on vient de parler, si vous connaissez l'une de ces fonctions, vous connaissez les deux autres. Elles sont reliées par toutes ces relations. Et notamment par cette équation différentielle, dv sur dt, donc la dérivée en fonction du temps de la MRL, dont on parlait ici, c'est égal à lambda, taux de défaillance multiplié par la MRL, moins 1. Alors, je ne le démontre pas ici, mais ça résulte de toutes ces équations, puis c'est démontré dans le livre. Mais c'est quelque chose qu'on connaît depuis les années 50, donc ce n'est pas nouveau, mais parfois on oublie ce genre de choses. Alors, si on regarde cette équation différentielle, on la formule de façon différentielle, justement, comme ceci. Donc, la réduction parce que c'est toujours négatif, la réduction de la MRL à l'instant T, enfin, dans un petit intervalle de temps dt, c'est le produit de ceci par dt. Donc, on voit que en valeur absolue, c'est toujours inférieur ou égal à dt. C'est-à-dire qu'en une heure de fonctionnement, l'entité perd en général moins d'une heure de RUL en moyenne. Et au plus une heure. Ça paraît assez logique. Alors, ce que nous allons faire, la méthode que je vais décrire, elle consiste en 3 étapes. Première étape, on va étudier un cas particulier, c'est-à-dire la classe des distributions de temps avant défaillance, time to failure, dont la MRL est une fonction linéaire du temps. Donc, quoi de plus simple qu'une fonction linéaire? Donc, pour cette classe, moi, j'ai regardé il y a quelques années dans la littérature s'il y avait des descriptions de cette classe, mais je n'ai rien trouvé. Donc, je l'ai fait moi-même à partir des équations que je vous ai rappelées. Donc, ça permet d'obtenir un intervalle de confiance pour la RUL qu'on peut décrire de façon explicite. Et puis, dans le cas général, ce qu'on va faire, c'est introduire une transformation temporelle qui fait passer le temps t au temps taux égal g de t, c'est-à-dire qu'on va changer d'horloge en quelque sorte,
pour que quand on exprime les choses dans le temps transformé, la MRL soit une fonction linéaire de ce temps transformé. Donc on va appliquer à ce moment-là, avec ce temps transformé, les résultats de la première étape. Et puis en utilisant la transformation inverse, on va se ramener à la variable de temps initiale t. Et donc on aura tout ce qu'il faut pour construire des intervalles de confiance pour la RUL, etc. Ça, c'est un point clé. Donc, si ceci n'est pas clair, dites-le moi et je vais essayer de clarifier tout de suite avant de passer à la suite. Donc, je regarde quand même le chat s'il y a des questions à ce sujet ou pas. Donc, je n'en trouve pas. Donc, je suppose que j'ai été suffisamment clair jusqu'à présent. Donc, on continue. Voilà. Tac. Alors, voilà. Ah zut, je suis revenu au début. C'était pas ça qu'il fallait faire, mais c'est pas grave. On est ici. Voilà. Tac. Ça. Voilà. Bon, donc commence par l'étape 1. Et ça, c'est le sujet du chapitre 3 et du chapitre 4 du livre. Donc, on étudie une famille particulière de distribution du temps avant défaillance, caractérisée par le fait que sa MRL est une fonction linéaire du temps, ou de la variable d'usage. Donc, c'est le cas le plus simple. Alors, l'intuition physique, on peut penser à des phénomènes de dégradation simples correspondant par exemple à des pertes de matière, comme des usures de plaquettes de frein, des usures de roues, encore qu'il faille mettre un bémol, mais enfin, dans une certaine plage de variation, c'est relativement correct. Mais la question qu'on se pose ici, c'est quelle propriété mathématique caractérise ce cas particulier? Alors, la réponse reste ici, je vais vous montrer un peu comment on y arrive, mais évidemment, par définition, de ce cas particulier, la MRL est une fonction linéaire, disons une fonction affine du temps. Donc c'est la moyenne moins une certaine un coefficient de proportionnalité par le temps. Donc la pente K, elle va caractériser la vitesse de dégradation et la distribution est définie sur l'intervalle 0 mu sur K, c'est-à-dire qu'après mu sur K, on reste à 0. Et on voit déjà que cette famille, elle comporte deux cas extrêmes. Le cas où K est égal à 0, il n'y a aucune dégradation. Et en fait, c'est la distribution exponentielle où la MRL reste constante en fonction du temps. Donc le temps de fonctionnement ne nous apprend rien sur le temps de fonctionnement restant. Et à l'autre extrême, quand K vaut 1, la distribution que j'appellerais de Dirac, on a une défaillance déterministe. Donc on sait que la défaillance va se produire à l'instant mu et pas avant. Alors, l'intervalle de confiance pour la RUL de T au niveau 1 moins alpha, il est donné par cette formule. Je vous montre dans un instant comment on arrive à cette formule. Mais voilà, on a donc des bornes S plus et S moins qui sont des fonctions linéaires du temps. Et là intervient ce fameux coefficient K et le niveau de confiance 1 moins alpha, donc alpha est ici. Et on voit que l'intervalle de confiance n'est pas symétrique d'ailleurs. Ça, c'est un exemple pour K égale 0,9, alpha égale 20%, donc l'intervalle de confiance à 80%. Il n'est pas symétrique, et on peut montrer aussi que lorsque K est supérieur à 1,5, comme c'est le cas ici, l'intervalle est surtout, enfin, la partie en dessous est plus grande que la partie qui est au-dessus, et c'est le contraire lorsque K est inférieur à 1,5. Lorsque K égale 1,5, c'est symétrique. Alors, il se fait, en calculant, on arrive à montrer que le carré du coefficient de variation, donc le rapport de l'écart type à la moyenne, c'est relié comme ceci au coefficient K. Donc, on voit que plus K est élevé, c'est-à-dire plus la vitesse de dégradation est élevée, plus le coefficient de variation est petit, et inversement. Donc, la vitesse de dégradation et l'incertitude, elles varient dans des sens opposés, ce qui est logique, hein, puisque si la dégradation est presque certaine, plus la dégradation est rapide, plus on est certain à quelle date elle va conduire à une défaillance. Alors, les cas particuliers, donc K égale 0, donc exponentielle, la perte moyenne de RUL est 0. Quand K vaut 1, déterministe, la perte moyenne de RUL, c'est 1 heure par heure. Et entre les deux, quand K vaut 1,5, vous avez la distribution uniforme, où la perte moyenne, c'est une demi-heure par heure. En fait, donc ces relations
c'est tout ça expliqué en détail dans le livre, mais elles proviennent de ceci. Hein. Dans ceci, vous faites V égale fonction linéaire et vous en retirez le taux de défaillance, qui est une fonction hyperbolique, 1 sur 1 moins quelque chose, et vous en tirez aussi la fonction de fiabilité. Alors, donc, en général, ça ressemble à ceci. Donc voilà, vous prenez l'équation dont on parlait tout à l'heure, vous en tirez le taux de défaillance, comme ceci, et vous en tirez la fonction de fiabilité, qui est une fonction puissance, là. La fonction de fiabilité, elle a cette tête-là, c'est-à-dire que quand K est supérieur à 1,5, elle est concave. Quand K est inférieur à 1,5, elle est convexe, et quand K vaut 1,5, elle est linéaire. C'est la distribution uniforme qui marque la frontière. Premier cas particulier exponentiel, donc K vaut 0. Pardon. Donc cette relation, elle donne tout de suite que lambda vaut 1 sur MTTF. Donc c'est la relation que connaissent bien les fiabilistes, mais elle n'est valable que pour la distribution exponentielle. C'est seulement dans ce cas-là que vous avez dv sur dt vaut 0, et donc on a ceci. Voilà, la MRL est constante et la fonction de fiabilité est une exponentielle. Distribution de Dirac, donc 1 heure perdue toutes les heures. Donc on part de mu, on arrive à 0 après un temps mu, et la fonction de fiabilité, c'est une fonction en escalier, step. Donc elle vaut 1 jusqu'à mu, et puis elle descend abruptement à 0. Et le taux de défaillance, il est 0 et il passe à l'infini lorsque on arrive à mu. Donc une impulsion de Dirac. Et entre les deux, l'uniforme, vous avez la fonction qui a une pente 1,5, la fonction de fiabilité, dans ce cas-là, linéaire aussi, et le taux de défaillance, le voici. Donc le cas général est résumé ici. Vous avez le domaine de variation, la fonction de fiabilité, la fonction MRL, le taux de défaillance, le taux d'évolution, qui est égal toujours à moins K, et le MTTF, qui est égal à mu dans tous les cas de figure. Donc on voit évidemment à quel point le MTTF est une caractérisation insuffisante, bien entendu, de la distribution. Alors à partir de ça, on peut construire un intervalle de confiance, puisque la distribution conditionnelle de la survie après la date t, si on s'intéresse à la probabilité de survivre une durée petit s après la date t, c'est évidemment le quotient de ces deux valeurs de la fonction de fiabilité. Et comme on a une formule pour la fonction de fiabilité, on en déduit ceci. Et il suffit d'imposer que S plus soit défini par alpha demi, une probabilité alpha demi et S moins par une probabilité 1 moins alpha demi. Et on en déduit l'intervalle de confiance dont je vous avais donné les formules précédemment. Donc voici un exemple pour au niveau 80%, MTTF égale 100 heures, K égale 0,6, K égale 0,9. Donc on voit que lorsque K augmente, la taille de l'intervalle de confiance diminue, l'intervalle se rétrécit. Donc une dégradation plus rapide correspond à une incertitude moindre, bien entendu. Enfin, c'est bien que les mathématiques confirment l'intuition. Alors, plus élevée est la vitesse de dégradation, plus étroit l'intervalle, on vient de le dire. À la limite K tend vers 1, une dégradation déterministe, l'intervalle se réduit à 0. Et à la limite K égale 0, distribution exponentielle, l'intervalle est le plus large dans l'ensemble de la famille, donné par ceci. Donc voilà la taille de l'intervalle de confiance en fonction du, ce que j'ai appelé ici le taux de vieillissement, enfin, ce coefficient K. Et on voit ça aussi à partir de la relation entre le coefficient de variation du time to failure et cette variable, ce coefficient K. Et on voit les deux extrémités. Et le cas intermédiaire, uniforme, on retrouve la relation bien connue pour le coefficient de variation d'une variable uniforme. Donc voici K en fonction du coefficient de variation. Et alors, maintenant, si on parle du coefficient de variation, non pas du temps avant défaillance, mais de la RUL, on obtient ceci.
Donc toujours pour cette famille spéciale de distribution, on voit que le carré du coefficient de variation est obtenu par cette même formule en fonction du facteur k, et donc il est constant au cours du temps. Alors maintenant, et là on a vu le chapitre 3, le chapitre 4, on donne simplement une extension au cas d'une MRL qui n'est plus linéaire, mais qui est linéaire par morceaux. Donc ici, vous avez deux morceaux, deux segments, avec les pentes K1 et K2, K1 jusqu'à l'instant T1, puis K2, et de façon immédiate, on généralise ce que l'on avait découvert pour le cas particulier linéaire. Mais évidemment, toute la question, c'est de savoir à partir de quel moment on change de pente. Donc là, maintenant, on va parler du cas beaucoup plus général et de cette fameuse transformation du temps qui va nous permettre de nous ramener au cas particulier. Vous savez, la méthode habituelle des ingénieurs, c'est quand on est confronté à un sujet difficile, on essaie de se ramener à un sujet plus simple qu'on a déjà traité. C'est un petit peu ce qu'on a voulu faire ici. Alors, donc, l'idée, c'est de changer d'horloge. C'est pas la théorie de la relativité, mais c'est un peu l'idée de changer d'horloge. On commence par on travaille avec une horloge T, c'est la mesure du temps, et dans cette mesure du temps, la MRL est une fonction décroissante, comme ceci. Et on veut trouver une transformation du temps, c'est-à-dire mesurer le temps non plus avec T, mais avec tau, égale G de T, de façon que dans la nouvelle horloge, avec la nouvelle mesure du temps, la MRL soit linéaire. Comme ça, on va pouvoir utiliser ce qu'on vient de montrer précédemment. Alors, la solution, c'est celle-ci en fait. G de t doit être définie de cette manière, mu sur k multiplié par 1 moins r de t exposant k sur 1 moins k. R, c'est la fonction de fiabilité. Et cette fois-ci, mu, c'est par définition l'espérance mathématique, donc le mean time to failure, le MTTF. Et k, c'est cette fois-ci par définition ce rapport qui est construit en fonction du coefficient de variation, sigma sur mu. Et on montre en détail dans le livre que cette transformation G de t, elle laisse invariant les moments centrés du premier et second ordre. Donc, en particulier, l'espérance mathématique et la variance, donc aussi le coefficient de variation. Alors, la démonstration, je ne la fais pas ici, mais si vous regardez cette formule, vous voyez qu'en fait, R de t, il est obtenu en fonction de G de t comme une fonction dont le MRL est linéaire. C'est-à-dire que ça ressemble à ce qu'on a montré tout à l'heure, c'est-à-dire, voilà, ça ressemble à quelque chose comme ça, mais avec G de t au lieu de t. Donc ça, c'est une première partie de la démonstration. Ça explique pourquoi on a cette formulation. Et après, la deuxième partie qui montre l'invariance des moments, c'est un peu plus compliqué, mais il suffit d'utiliser finalement les définitions. Mais les moments d'ordre supérieur au second ne sont pas nécessairement conservés. Alors, l'étape 3, c'est l'intervalle de confiance pour la REL de t. Donc, on applique les résultats de l'étape 1, mais on les applique avec le temps transformé, tau. Donc, finalement, on dit la RUL de t, c'est l'instant de la fin de vie, end of life, moins l'instant présenté. Et on utilise la transformation inverse de G. Alors, lorsque t, le temps varie de 0 à l'infini, G de t varie de 0 à mu sur k. C'est immédiat à partir de cette formule, puisque R de t, pour t tendant vers l'infini, ça tend vers 0. Donc la fonction inverse, elle est définie sur 0 mu sur k. Et généralement, pas toujours, mais généralement, elle a cette forme-ci, c'est une courbe en S. Donc 0 au début, puis mu sur k à la fin. Et si on regarde par exemple les cas limites, quand k égale 0, qui est la distribution exponentielle, g de t, c'est l'identité, g de t égale t. Et l'autre cas limite, quand k tend vers 1, dira qu'on a une fonction step function, escalier. Donc, maintenant, on va voir ce que cette méthode donne lorsqu'on l'applique à des distributions bien connues.
Et on commence par Weibull. Weibull, comme vous savez, était un ingénieur suédois des années 30 et qui a étudié la mécanique et la résistance des matériaux et qui a inventé la distribution de probabilité qui porte son nom. Donc R de t dans le cas Weibull, c'est donné comme ceci avec le paramètre de forme bêta et le paramètre d'échelle eta. Alors, en appliquant la méthode précédente, on en tire que G de t, la transformation est exprimée comme ceci, donc la voici. Et on connaît la formule pour l'espérance mathématique et la variance d'une distribution de Weibull, et on en tire le fameux paramètre K qui ne dépend que du paramètre de forme bêta. Voici. Alors, voilà un exemple pour bêta égale 5. Et les cas limites, c'est bêta égale 1 qui est l'exponentielle K égale 0. Et lorsque bêta tend vers l'infini, le coefficient de variation tend vers 0 et K tend vers 1. On vérifie que c'est bien le cas lorsqu'on applique cette formule. Donc, ça correspond à ce qu'on connaissait. Et donc, voici l'intervalle de confiance pour la distribution Weibull en utilisant la méthode que j'ai décrite précédemment. Donc, le cas de bêta égale 2, le cas de bêta égale 5. Bien entendu, lorsque bêta augmente, l'intervalle de confiance se resserre, comme prévu, parce que le coefficient de variation diminue. Voici cette transformation du temps pour la distribution de Weibull correspondant à plusieurs paramètres. Donc, bêta va de 1,5, la courbe jaune, 2 pour la courbe bleue, 3 pour la courbe orange et 4 pour la courbe grise. Donc, on voit que pour la bêta égale 1, l'exponentielle, c'est une droite. Ici, on a 1,5, ça se rapproche déjà d'une droite. Et donc, on voit que l'évolution de cette droite vers, on voit que la grise, elle se rapproche déjà un peu de la fonction escalier. Alors maintenant, une autre distribution de probabilité bien connue utilisée en fiabilité, c'est la distribution gamma, qui a également un paramètre de forme bêta. Évidemment, ce n'est pas le même que Weibull, mais c'est l'exposant qui se trouve ici, et un paramètre d'échelle lambda. Donc, de même, l'application des formules précédentes donne la transformation du temps que voici. Et dans ce cas-là, l'espérance mathématique est égale à bêta sur lambda, et on en tire que le coefficient K, il se formule de façon très simple en fonction du paramètre de forme, c'est bêta moins 1 sur bêta plus 1. Donc là aussi, les cas limites, on voit que quand bêta tend vers 1, K tend vers 0, le coefficient c'est l'exponentiel. Quand bêta tend vers l'infini, on arrive vers le cas déterministe. Et voici plusieurs exemples. Vous voyez, bêta égale 1,1, c'est presque une droite, c'est presque exponentiel, puis bêta égale 2, 3, 5, 7. Donc plus le facteur de forme bêta augmente, plus la courbure s'accentue, comme on s'y attendait. Alors dans le livre, on a aussi traité la distribution log normale et même aussi la distribution de Pareto. D'ailleurs, la distribution de Pareto, c'est intéressant parce que dans ce cas-là, la transformation n'est pas une courbe en S, mais c'est une courbe, c'est concave. C'est concave. Le taux de défaillance décroît avec le temps. Donc, c'est un peu une exception par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Puis, il y a les processus stochastiques. Alors, lorsqu'on étudie des dégradations, il est fréquent de les modéliser par un processus stochastique. Vous voyez ici, on peut imaginer une fissure, par exemple, pour fixer les idées, mais c'est une dégradation qui est mesurée par une certaine valeur. Ça peut être, si c'était une fissure, en millimètres peut-être. Et on voit qu'il y a une tendance, ça augmente, mais ça peut fluctuer. Donc, la défaillance se produit lorsque la dégradation, mesurée par X indice T, franchit le seuil Z. D'accord ? La fissure, elle ne doit pas être supérieure à, je ne sais pas moi, un demi-centimètre, par exemple. Ou peut-être moins. Je laisse les spécialistes, par exemple, du nucléaire me dire combien. Alors, le taux de croissance moyen, ici, c'est nu. Ça veut dire que par unité de temps, donc en moyenne, après un temps t, la dégradation est égale à nu fois t. Donc, la défaillance se produit en moyenne après un temps t moyen égale z divisé par v, par nu. Mais
il y a des fluctuations autour de la moyenne, donc la taille de la fissure, en fait, c'est plutôt un processus stochastique. Alors, il est fréquent de les modéliser par des processus de Lévy, processus à croissement indépendant. Par exemple, le processus de Wiener avec des rives nues. Donc, c'est en fait, chaque accroissement est une variable normale, gaussienne. Donc, l'espérance mathématique, c'est nu fois t, mais la variance de x indice t, c'est aussi proportionnel à t. Et là, on veut montrer que le temps de franchissement, le temps avant de franchissement du seuil, c'est une distribution gaussienne inverse, ça c'est bien connu. Et ce que j'ai montré, c'est que g de t, construit de la façon qu'on a montré précédemment, c'est possible de le faire, et on a une valeur du coefficient k qui est donnée par ceci. Vous reconnaissez évidemment le coefficient de variation au carré ici. Mais il faut que k soit positif, ce qui veut dire que cette transformation n'est possible que si sigma carré est inférieur à nu fois z, c'est-à-dire si cette inégalité est vérifiée, c'est-à-dire que l'écart type de la dégradation à la date t est inférieur à la moyenne de la dégradation à cette date, c'est-à-dire que ça ne fluctue pas trop. Donc si le processus ne fluctue pas trop, eh bien, on peut appliquer la méthode que j'ai indiquée précédemment. S'il fluctue trop, non, ce n'est plus possible. Dans le livre, on a également abordé un autre processus à accroissement indépendant, qui est le processus gamma. Et évidemment, on peut l'appliquer à d'autres processus aussi. Voilà. Donc, vous voyez que cette méthode, elle s'appuie sur cette transformation du temps, transformation temporelle. Et donc, on a trouvé utile d'étudier en général les propriétés de cette transformation. Ça fait l'objet du chapitre 6. Et on repart de cette fameuse équation bien connue. Et ça permet de lier la transformation temporelle G et la MRL, durée de vie résiduelle moyenne, V. Alors, je l'appelle V, c'est fréquent d'ailleurs cette notation, c'est V pour vie, c'est facile à retenir en français. Si G est connu, on en tire une équation différentielle linéaire du premier ordre pour V de t, avec condition initiale V de 0 égale mu, c'est-à-dire le MTTF. Donc, si on prend n'importe quelle fonction croissante inversible G, ben on peut en déduire une distribution de time to failure. Réciproquement, si on connaît la MRL, ben on en tire une équation différentielle linéaire du premier ordre, coefficient variable, pour G de t. Et la condition initiale, cette fois, c'est G de 0 égale 0. Alors, la métrique de dg, qu'est-ce que ça veut dire? D taux est évidemment égal à dg sur dt fois dt. Donc, dg sur dt, qui est une variable sans dimension, d'ailleurs, c'est du temps divisé par du temps, ça mesure en quelque sorte le facteur d'accélération du temps. Quand on passe du référentiel initial, l'horloge initiale petit t, au référentiel transformé taux dans lequel la MRL est linéaire. Et cette accélération du temps, elle va être en général variable en fonction du temps. Alors, propriété de cette métrique, c'est toujours non négatif. Quand le temps tend vers l'infini, la limite c'est 0, puisque g de t tend vers une constante. Et on a étudié dans le livre les propriétés des dérivées premières et secondes de g. Et ça conduit notamment, je ne vais pas m'apesantir sur toutes ces formules aujourd'hui, ce n'est pas le but, mais vous les trouverez dans le livre. Mais ça conduit notamment à un résultat assez intéressant, qui est une borne supérieure sur le taux de perte de RUL, donc le taux moyen de dégradation en quelque sorte. Si la MRL est une fonction convexe et que G de t a un point d'inflexion qui, comme on l'a vu, c'est le cas le plus fréquent, une courbe en S, eh bien à ce moment-là, pour les temps qui viennent après le point d'inflexion, on a une borne sur la valeur absolue de la dérivée de la MRL. Et cette borne, ce n'est rien d'autre que le coefficient K. Donc, en quelque sorte, on peut dire qu'on a un vieillissement plus lent après ce temps qu'avant. Dans le cas Weibull, on peut même trouver une formule analytique pour ce temps. La voici. Elle dépend du facteur de forme et du coefficient K. Voilà. Alors, par exemple, pour la distribution de Rayleigh, qui est Weibull avec bêta égale 2, ben on a pris eta égale racine de 2 pour faciliter les calculs, ça nous donne t égale 0,87 et k égale 0,57, c'est-à-dire un petit peu plus rapide que la distribution uniforme. Alors, voici cette distribution de Rayleigh.
Donc, on a représenté les diverses courbes. On a un cas, donc mu égale à 1,5 heures, voilà. Le cas, c'est 0,57 comme je l'ai dit. Voici la fonction g de t, précédemment rencontrée. Voici sa dérivée, dg sur dt. Et donc, le point d'inflexion correspondant au maximum de la dérivée. Hop, et la fonction durée de vie moyenne, v de t. Voilà. Alors, la distribution de Rayleigh, voilà, Sir John William Rayleigh, qui est une moustache victorienne, qui était président de la Royal Society et prix Nobel de physique en 1904. Et donc, sa distribution de Rayleigh a été inventée dans ce contexte-là, contexte des marches aléatoires, mais elle est parfois utilisée en fiabilité. Donc, voilà la bande supérieure dans ce cas. Et vous voyez ici la V de t, la tangente, dont la pente est inférieure à la valeur du paramètre K. Alors, ce qui est intéressant, une chose qui est intéressante à propos de ce facteur K, c'est qu'il permet de caractériser en quelque sorte la cinétique des dégradations, je vais utiliser ce mot, mais de façon un peu indépendante de la distribution. Si on compare la Rayleigh, c'est-à-dire la Y-boule avec bêta égale 2, c'est la courbe bleue pour dg sur dt, avec la gamma avec bêta égale 3 qui donne k égale 0,5, qui est la courbe orangée, pointillée, on voit qu'elles sont très proches l'une de l'autre. Le point d'inflexion de la première est à 0,87, celui de la deuxième à 0,8. Et donc, on voit que finalement, elles vont, en quelque sorte, accélérer le temps à peu près de la même façon. Donc, cette variable K, elle veut dire quelque chose, en fait, au-delà des détails de la distribution. Alors, l'utilité de la métrique dg, donc cette bande supérieure dv sur dt, c'est intéressant aussi, je pense, pour la prise de décision en maintenance. Parce que, évidemment, quand on sait que l'équipement vieillit un petit peu plus vite, c'est intéressant de faire de la maintenance à ce moment-là plutôt que quand le vieillissement décroît. Enfin, il faut qualifier cette remarque, mais c'est intéressant. Et dans d'autres domaines aussi, par exemple, les essais accélérés, c'est une question de valeur de l'information. Quand on réalise des essais accélérés, on va s'intéresser peut-être plus au moment, à la période au cours de laquelle il y aura beaucoup de défaillances plutôt qu'à une période dans laquelle il y en aurait moins. Et donc, on vient de voir, le paramètre K, il permet de comparer parfois des distributions différentes. Alors, je jette un coup d'œil à l'horloge de temps en temps pour ne pas déborder. Et comme, voilà. Bon, donc je vois qu'il me reste 10 minutes. Ça doit être jouable. Jusqu'à présent, on a implicitement supposé qu'il y avait un seul mode de dégradation et on s'amusait à calculer la RUL, donc le temps avant défaillance due à cette dégradation. Mais en principe, il y a souvent plusieurs modes de dégradation simultanés et chacun peut conduire à une défaillance. Alors, dans le chapitre 7, je n'ai pas traité le cas général, mais j'ai traité un cas particulier où il y avait deux modes de dégradation. Le premier, c'est un taux de défaillance constant, donc c'est la distribution exponentielle. Si c'était le seul, la MRL serait constante et égale au MTTF, égale à l'inverse du taux de défaillance. Et le second mode de dégradation, c'est un vieillissement déterministe, c'est-à-dire il y a une durée de vie T1, et si c'était le seul, eh bien, la MRL, ce serait T1 moins l'instant présent, le temps qui nous reste. Et donc, on a essayé de déterminer toutes ces fonctions pour lorsque les deux modes sont simultanés. Alors, le comportement est différent selon les valeurs relatives du taux de défaillance et de cette durée de vie finie. Si on est dans ce premier cas, c'est-à-dire qu'en fait, le MTTF il est beaucoup plus petit que la durée de vie finie, finalement, on peut oublier le fait que la durée de vie est finie et ce qui est dominant, c'est le mode exponentiel. Donc, la fonction de fiabilité, elle va ressembler à celle d'une exponentielle. À l'inverse, si c'est la durée finie qui est le mode dominant, alors qu'est-ce qui va se passer? Et ça, on ne s'y attend pas nécessairement. Ce qui se passe, c'est que le mode dominant, c'est comme une distribution uniforme, K égale 1,5. Donc voilà le cas
exponentielle et le cas opposé où c'est plutôt uniforme. Et on regarde avec le coefficient de variation. Donc là, si on note A égale le produit lambda T1, eh bien à ce moment-là, voici le coefficient K en fonction de ce produit. Donc il se rapproche de 0,5, c'est-à-dire la distribution uniforme à une extrême, et de 0, c'est-à-dire la distribution exponentielle à l'autre extrême. Voilà. Donc dans le premier cas, défaillance domine, et ici à droite, c'est la durée de vie qui domine, donc comportement de type exponentiel, comportement de type uniforme. Et donc si on part d'un cas où la durée de vie serait finie, mais qu'il n'y ait pas d'autre mode de défaillance, la fonction de fiabilité, ce serait un escalier, la fonction MRL, une droite, là, et la fonction de la transformation du temps, un escalier. Et si on introduit un taux de défaillance lambda, même très faible, c'est en quelque sorte du bruit, et ça conduit à un lissage. Donc la fonction de fiabilité n'est plus un escalier, mais elle devient une droite correspondant à une fonction uniforme. Et de même, la transformation G de T devient une droite jusque T1 qui est après constante. Et donc, le coefficient de variation, il passe de 0 à 1 sur racine de 3, et le coefficient K, il passe de 1 à 1,5. Donc, on a l'introduction d'un bruit même très faible, ça change du tout au tout le comportement. Voilà. Alors, je vais passer très rapidement sur les deux derniers chapitres, mais ce sont les moins innovants, même s'ils sont intéressants aussi. Évidemment, ces paramètres, mu et k, cette fameuse fonction de transformation du temps G de t, il faut bien les estimer à partir de données de terrain. Donc là, on a toutes les méthodes statistiques à notre disposition. Par exemple, la méthode des moments, méthode non paramétrique. Donc on peut, voilà un exemple, on a la transformation G, l'estimation empirique de cette transformation G. Même chose pour le MRL. Et ensuite, quand on transforme dans l'espace transformé, justement, on a quelque chose qui se rapproche plus d'une droite. Et on peut utiliser aussi le maximum de vraisemblance. Voici la fonction de maximum de vraisemblance pour la famille spéciale de distribution. Donc on voit que, encore une fois, k égale 1,5 marque la frontière. Pour k supérieur ou égal à 1,5, le log est une fonction croissante du rapport k sur mu et décroissante de k. Donc ça se passe très bien, on peut facilement trouver le maximum. Mais quand k est plus petit qu'1,5, donc décroissance faible, enfin lente, il y a des minima locaux, et donc c'est plus compliqué. Alors, je vous présente quand même le cas d'étude que l'on a réalisé sur la fiabilité de diodes photoluminescentes avec le soutien du programme européen AI Twilight. On a donc soumis ces diodes à deux stress, qui sont les stress classiques pour les diodes, c'est-à-dire la température et le courant. Et on les a répartis en quatre groupes, correspondant chacun à une combinaison différente de stress, donc 85 et 105 degrés Celsius, et 350 et 700 milliampères. Et on les a donc mises dans cette chambre thermique, dans ce four, pendant à peu près 1 an, et on a observé des défaillances. Alors là, on a défini les défaillances un peu différemment. Au lieu d'une dépréciation du flux de 30%, on s'est contenté d'une dépréciation de 2%. Sinon, c'était très censuré à droite, il n'y avait pas assez de défaillances. Et on a retenu une loi de fiabilité suivant la méthode AKLK, et puis on a estimé les coefficients suivant la méthode du maximum de vraisemblance. On s'est aperçu que les lois Weibull et gamma, suivant les cas, s'adaptaient très bien. Et voici le résultat. Donc, premier cas de figure, 0,7 ampères et 85 degrés Celsius. Deuxième cas de figure, même température, mais 0,35 ampères. Et voilà les courbes qui correspondent au premier cas de figure. Donc, la fameuse courbe G de T, transformation du temps et sa dérivée. Et les résultats, G, ça veut dire gamma W Weibull.
Et voilà l'estimation du coefficient K, 0,84, 0,7. Donc un peu moins rapide lorsqu'on a des stress moins importants, c'est normal, et le MTTF un peu plus élevé quand on a des stress moins importants. Et la limite de confiance de la RUL dans le premier cas à 80%. Donc on voit que, bien entendu, l'intervalle de confiance décroît avec le temps, lorsque le temps s'écoule. Et voici donc les deux fonctions G dans les deux cas. Dans le premier, on voit que dans le deuxième cas, la croissance est un petit peu moins abrupte, correspondant à un stress moins élevé. Et en même temps, l'intervalle de confiance pour la MRL est plus grand que dans le cas où le stress est plus élevé. Par conséquent, l'instant de défaillance est moins incertain. Voilà. Alors, on a traité un autre cas qui était 4 composants en parallèle, mais c'est intéressant parce que, contrairement à ce qu'on aurait attendu, ce qui était une fiabilité extraordinaire avec la redondance, on s'est aperçu qu'il y avait une fonction en escalier, donc c'était pratiquement déterministe, et on en déduit que dans ce cas, la redondance était très peu efficace. Il devait y avoir des causes communes ou des composants qui n'étaient pas indépendants. Le détail se trouve dans le livre. Hein. Et bon, en général, ça c'est important de noter, les dégradations, elles évoluent au cours du temps, parce que, par exemple, le profil de mission peut évoluer, les conditions environnementales peuvent évoluer, certaines dégradations ne se déclarent pas tout de suite, etc. Et elles varient d'un individu à l'autre. Donc, il est rare qu'on puisse les décrire par une loi de fiabilité simple ou même un processus stochastique simple. Donc, on arrive à la conclusion qu'il faut une estimation dynamique, estimée ces paramètres de façon dynamique au cours du temps. Par exemple, on peut utiliser des méthodes bayésiennes. Et donc, en général, la construction, l'estimation de cette fonction G n'est pas aussi simple que ce que l'on a pu voir dans les cas particuliers de lois bien maîtrisées, bien connues. Et je voudrais juste terminer par l'esquisse de l'idée d'une maintenance prévisionnelle, ce que j'ai appelé à risque maîtrisé, puisqu'on est à l'Institut de maîtrise des risques. Et alors, ça, il y a toute une littérature que vous connaissez bien sur l'optimisation de la maintenance. Lorsqu'on a affaire à de la maintenance programmée, on peut déterminer la périodicité de maintenance préventive programmée pour minimiser un tas de choses. Par exemple, minimiser le coût total par unité de temps. Et là-dedans, on met le coût préventif plus le coût des défaillances, incluant non seulement le correctif, mais l'effet des défaillances. On divise ça par le temps de cycle. On peut aussi minimiser d'autres choses, mais enfin, c'est plus fréquent. Alors, avec la maintenance prévisionnelle, on peut adopter le même principe, mais la date de la prochaine intervention, au lieu d'être programmée, elle dépendra de l'état de l'équipement et de l'estimation qu'on fait de la RUL. Alors là, il y a aussi 3 étapes. La première, c'est définir le modèle, formuler les hypothèses. La deuxième, pour un risque maximal donné qu'on se donne, déterminer la date de la prochaine inspection. Et la troisième, finalement, c'est essayer de minimiser le coût total et en déduire le niveau optimal de risque que l'on devrait prendre. Donc, la première étape, il faut savoir, donc l'idée en général, c'est qu'on a d'un côté les coûts de maintenance et de l'autre les risques liés aux défaillances. Alors, la maintenance, elle rajeunit les équipements, donc elle a un impact sur la RUL, mais on peut avoir une maintenance parfaite, après laquelle les équipements sont as good as new. Dans ce cas-là, la RUL, elle revient à l'état initial. Et à l'autre extrême, une maintenance minimale où après la maintenance, la RUL reste ce qu'elle était. Et en général, on est entre les deux. Tout ça se mesure par une efficacité de la maintenance. Bon. Alors, il y a plusieurs méthodes. Par exemple, on peut avoir un seuil d'alerte et un seuil de défaillance. Et donc, le risque, c'est la probabilité maximum qu'on est prêt à maximum qu'on est prêt à courir, c'est une certaine probabilité maximum de défaillance avant la prochaine inspection. Et comment calculer ce risque? Eh bien, si on se place dans la famille des distributions à MRL linéaire qui faisait l'objet du chapitre 3, on peut avoir une formule explicite pour ce temps S étoile. On est à l'instant T et il faut maintenir à l'intérieur ou inspecter à l'intervalle T plus S étoile, défini comme ça, pour que la probabilité que la RUL soit
plus grande que T plus S étoile pour que cette probabilité soit inférieure à alpha. Donc on veut maîtriser le risque d'une défaillance avant la prochaine inspection. Donc on utilise cette formule, mais dans le temps transformé taux. Après on inverse avec la transformation inverse et on obtient le temps T de la prochaine inspection. Voilà, alors voilà un exemple en prenant la distribution MRL linéaire, K égale 0,9 et 20% de risque. Donc on voit, et c'est tout à fait normal, que plus le temps coule, plus le temps s'écoule, plus rapprochée sera la prochaine inspection. Les inspections doivent être de plus en plus rapprochées puisqu'on se rapproche de plus en plus de la fin de vie. Plus alpha est petit, plus la prochaine inspection devra avoir lieu tôt. Bon, ça provient de cette formule-là, et c'est logique aussi. Et plus K augmente, plus la prochaine inspection devra avoir lieu tôt. C'est logique aussi, puisque K augmente, ça veut dire que la dégradation est plus rapide. Alors voilà, l'exemple de la distribution de Rayleigh, on a la transformation inverse. Et minimiser le coût total, ben, l'idée c'est qu'on a des dates de maintenance préventive. Ce n'est pas nécessairement Hagan. Hagan, c'est un des modèles, mais il y a plusieurs modèles possibles. Donc, on a un certain nombre d'inspections préventives qui ne sont pas périodiques, mais qui sont déterminées, comme on l'a vu précédemment, par l'état de dégradation constaté à chaque instant. Et au bout d'une certaine inspection, on trouve le bien en panne. Donc, le coût total, c'est les N-1 premières maintenances préventives plus le coût de la défaillance. Donc, on essaie de minimiser le rapport du coût total au temps jusqu'à la défaillance. Et alors, on peut en déduire un niveau de risque alpha, donc celui qu'on utilise ici dedans, en fait, qui va minimiser le coût total par unité de temps. Évidemment, alors on voit que ce coût, il dépend seulement du rapport entre le coût de la défaillance et le coût du préventif, pas des valeurs absolues de ces coûts. Et que plus ce rapport est grand, plus on va tolérer un risque petit, bien entendu, parce que les défaillances coûtent beaucoup plus cher que la maintenance préventive. Et on peut relaxer cette hypothèse de maintenance préventive parfaite. On peut faire diverses hypothèses sur l'efficacité de la maintenance et voir comment tout ça varie en fonction de la vitesse de dégradation. Mais ce modèle, il a été ébauché dans ce chapitre, mais ça demande encore beaucoup de travail. Mais on termine par ceci, tout peut évoluer avec le temps. Les conditions d'exploitation, le profil de mission, les dégradations. Donc, on s'orienterait vers un modèle dynamique comme celui-ci. On estime la fonction de transformation du temps, les paramètres K et mu. On optimise le coût suivant cette méthode. On en déduit un risque optimal. Ensuite, on en déduit la prochaine date de maintenance recommandée pour correspondant à ce risque optimal. Et la date dans le temps initial, hein, ça c'était le temps transformé. On met ça en œuvre et on récolte de nouvelles données sur l'état de santé, sur les défaillances, sur le contexte. On peut compléter ces données par des connaissances d'experts, par exemple savoir qu'on a une certaine courbe en S ou autre chose, par des modèles physiques, etc. Et on continue cette boucle. Alors ça, c'est juste conceptuel, et j'espère que certains d'entre vous, peut-être, en feront un modèle opérationnel. Alors, en conclusion, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'écrire une approche innovante d'évaluation de la RUL dans sa dynamique et dans ses incertitudes, et le lien entre dynamique et incertitude. L'idée clé, c'est une transformation temporelle. On voit que ça conduit à une simplification parce que après avoir appliqué cette transformation, on se trouve dans un cas où tout est linéaire et on peut obtenir des formules explicites. Puis on revient dans le temps initial. Donc les résultats qu'on a obtenus des intervalles de confiance pour la RUL, une caractérisation de ce que j'ai appelé la cinétique de dégradation, qui est la dérivée de la MRL au cours du temps, et le paramètre K. Un nouveau regard, on peut dire ça comme ça, sur les distributions TTF connues, comme Weibull, gamma, log normal, etc. Et on a montré une application à des essais accélérés. Alors les perspectives, bien entendu, beaucoup d'autres applications industrielles que celles qu'on a traitées aujourd'hui, des propagations de fissures, des outils de coupe, des pompes,
bref, des diverses applications ferroviaires et minières. On est en train d'y réfléchir. Deuxièmement, une complémentarité avec le machine learning. Par exemple, pour identifier la fonction G et le facteur K de façon dynamique, il y a des méthodes d'apprentissage automatique, d'apprentissage profond, deep learning, qui semblent être prometteuses. Finalement, développer le modèle d'optimisation dynamique de la maintenance que je n'ai fait que esquisser, décrire conceptuellement, et étudier des systèmes complexes, notamment caractérisés par des modes de dégradation multiples. On en a vu un exemple, mais très simple. Voilà. Alors, je remercie le projet AI Twilight pour son soutien en ce qui concerne l'application OLED et quelques ouvrages bibliographiques, évidemment le livre dont il était question aujourd'hui. Il y a un J qui est Barlow and Prochain, un classique. Les travaux du professeur Gall, Berenguer, etc. Une thèse de l'Université de Mons que je vous recommande, elle a 10 ans, mais c'est très intéressant, toujours d'actualité. NACLAS, Reliability Engineering, Probabilistic Models and Maintenance Methods. Et ceci, c'est plutôt sur les LED. Évidemment, toute une série d'autres ouvrages se trouvent en bibliographie dans le livre. Voilà. Et je vous remercie de votre attention. Je suis à votre disposition pour des questions. Voici mes coordonnées. Vous avez le choix entre deux adresses. J'espère que je n'ai pas été trop long.